bonjour. Donc, je vais vous proposer de parler d'un cas particulier d'évaluation qui se passe dans un MOOC ou, comme je les appelle moi-même, dans un MOOC. De quoi s'agit-il et qu'est-ce que je vous propose? Tout d'abord de revenir sur un sujet que vous connaissez déjà, donc je serai très bref sur finalement qu'est-ce que c'est qu'un MOOC, qu'est-ce qu'il y a dedans, comment ça se décompose, et puis sur la question qui se pose aujourd'hui, qui est finalement par rapport à vous, c'est quand vous inscrivez vos étudiants dans un MOOC, qu'est-ce qui se passe? Quelle est la manière dont on peut fonctionner dans ce type de dispositif pédagogique tout à fait particulier? Et donc on a commencé à expérimenter là-dessus. Je saisirai l'occasion de vous en parler brièvement. Et puis le gros de ma présentation donc, porte sur un type d'évaluation tout à fait particulier qui est l'évaluation par les pairs. Et donc je vous présenterai comment cela fonctionne. On regardera ce que ça veut dire par exemple du point de vue statistique, si on retrouve une loi normale ou une courbe en J par exemple. Et puis je vous montrerai un peu ce que l'on peut faire à partir de ces systèmes qui sont des systèmes, il faut le rappeler, massifs, donc dans lesquels on va avoir beaucoup d'étudiants. Voilà, et puis on pourra ouvrir ensuite sur le débat selon les questions que vous voudrez poser, parce que vous vous en doutez que ça soulève un grand nombre de questions. Donc tout d'abord, un MOOC, qu'est-ce que c'est et quelles sont les conséquences pour un établissement d'enseignement supérieur ou pour un enseignant? Alors qu'est-ce que c'est qu'un MOOC? Pour l'essentiel, donc c'est ça. Ça, c'est la phase, on va dire, la plus visible de l'iceberg. Ce sont tout simplement des cours qui sont enregistrés en vidéo sous forme de chapitres relativement brefs. Donc, vous voyez ici la série des cours et puis le sous-titrage qui les accompagne. À l'issue de chaque chapitre, alors chaque chapitre est en fait une unité autosuffisante qui a ses propres objectifs pédagogiques, ses propres questions qui permettent d'approfondir, de prolonger, de mettre en rapport avec son expérience personnelle. Et puis, à la fin, il y a toujours un quiz qui permet donc de tester, de voir si on a bien compris, éventuellement de donner envie de regarder à nouveau un certain passage. Un MOOC, c'est plus que ça, donc il y aurait beaucoup de choses à décrire, mais ce n'est pas le propos ici. Mais par exemple, toutes les semaines, on a une session en direct de questions-réponses, où en fait, on va animer un peu, essayer de trouver l'interaction qui fait défaut, bien entendu, dans ce cadre-là. On essaie aussi de faire de l'animation de communauté, c'est-à-dire de transformer non pas les élèves, non pas les étudiants, mais ce que l'on appelle les apprenants en des personnes actives et permettre donc d'avoir des effets d'échange. Donc, par exemple, on a un système de prise de notes partagées, donc dans lesquelles, en fait, au lieu que chacun prenne ses notes de son côté, on partage un fichier. Et donc, par exemple, ça va permettre de gagner du temps au moment de réviser l'examen. On a l'inévitable forum de discussion sur lequel les gens vont pouvoir échanger sur leurs expériences, vont pouvoir aussi relever les erreurs ou les choses qu'ils ajouteraient dans le cours. Et puis, bien entendu, le MOOC ne se passe pas que sur une plateforme, ce n'est pas un LMS, il y a aussi beaucoup de choses qui se passent sur Facebook, sur Google+, sur Twitter. Le MOOC gestion de projet, donc quel était le but? Donc ça a été le premier MOOC certificatif en France. Donc au tout début, mon objectif, c'était de montrer qu'on pouvait finalement, même avec très peu de moyens, se lancer dans ce type de projet. Et puis ensuite, au fur et à mesure des éditions, d'autres objectifs se sont ajoutés. Le premier, ça a été de montrer qu'on pouvait travailler en massif et à distance, mais aussi faire de la certification avec des examens surveillés dans lesquels on peut vérifier l'identité de l'étudiant, vérifier qu'il travaille bien dans de bonnes conditions et donc décerner des ECTS. Et donc maintenant, on va dire que le propos s'élargit un peu à servir de poisson pilote, notamment pour d'autres initiatives. Et vous connaissez sans doute France Université Numérique, qui propose beaucoup de MOOC maintenant. Donc voilà, alors plusieurs choses que je peux vous citer. Au niveau stratégique, j'ai quelques diapositives sur ce que j'appelle la trilogie stratégique des MOOC pour expliquer finalement comment est-ce qu'on peut faire pour positionner ce type d'enseignement. Ce n'est pas du tout quelque chose de classique. Notamment, il y a un aspect très important de recrutement, de visibilité. L'évaluation par les pairs, donc on va en parler aujourd'hui.
partager des choses, donc des bonnes pratiques pour, par exemple, montrer comment est-ce qu'on fait pour tourner un cours, former les gens qui souhaitent se lancer dans ce genre de choses pour voir un peu comment est-ce qu'on fait pour piloter et pour animer un MOOC. Bon, et puis d'autres choses, hein, le modèle organisationnel que l'on utilise, qui transforme assez profondément le métier de l'enseignant. Et puis finalement des questions actuelles, par exemple par rapport aux SPOC, qui sont en fait des MOOC petits et fermés. Et puis actuellement, je travaille sur un problème qui est assez important, parce que vous le savez, on est confronté à de grosses restrictions budgétaires. Et donc un des problèmes que l'on a, c'est que les gens voudraient qu'avec les MOOC, on gagne de l'argent, ce qui est une question assez délicate en réalité, parce que finalement, on demande aux MOOC ce que l'université elle-même ne fait pas, hein. Je ne sais pas quel est le modèle économique de l'université, mais il faudrait réfléchir là-dessus avant de dire qu'il faut absolument gagner de l'argent sur tout ce que l'on fait en enseignement supérieur. En quoi est-ce que cela peut vous concerner, vous ? Eh bien, dans l'édition GDP4, hein, à chaque fois, on essaie de mettre en avant un facteur de progression. Et là, dans le GDP4, notre objectif, c'était de permettre à un maximum d'enseignants-chercheurs, de professeurs, de correspondants MOOC d'intégrer le MOOC dans leur propre système de formation. Donc il y avait les étudiants de Centrale, mais on a aussi eu beaucoup d'autres établissements de tout niveau. Donc ça allait du BTS à l'école doctorale, en passant par des masters. Et donc on est en train maintenant, parce que le MOOC vient de se terminer hier soir, de dépouiller un peu les résultats, et c'est extrêmement intéressant. Parce que vous vous en doutez, je vous ai montré des vidéos, je vous ai montré des quiz. Ce qui est intéressant, c'est ce qu'on appelle l'hybride, c'est-à-dire l'appropriation locale du cours. Et donc, cela se passe en fait de manière très différente, selon que vous êtes par exemple dans un BTS et que vous allez finalement accompagner vos élèves de manière relativement proche, ou dans une école doctorale où finalement on va laisser les doctorants très très autonomes. Voilà, alors si ça vous intéresse, on a mis en place une fac, une foire aux questions, pour essayer de partager avec les enseignants nos principales interrogations. Est-ce que le MOOC va les remplacer? Est-ce que ça va mettre les enseignants au chômage? Est-ce que c'est du sous-enseignement? Est-ce que c'est la fin des profs? Et donc tout cela, c'est partagé. À remarquer que les expériences les plus intéressantes, par exemple une expérience que l'on a à Strasbourg, dans un master, c'est en fait des étudiants qui non seulement travaillent individuellement sur le MOOC, mais travaillent aussi ensemble. Et donc ça, c'est très bien, c'est-à-dire qu'en fait, ils s'entraident mutuellement, notamment pour les livrables que je vais vous présenter tout à l'heure. Et donc en fait, on a cet effet hybride, où en fait, on a à la fois quelque chose qui se passe lointainement, on va dire, et en même temps, localement, quelque chose qui fait que la mayonnaise va prendre. Parlons maintenant de l'évaluation par les pairs. Ah oui, bien sûr, j'espère que vous souhaiterez aussi à l'avenir profiter d'un enseignement, que ce soit un MOOC de fun ou le MOOC gestion de projet, pour voir par vous-même, parce que ce sont des dispositifs que l'on juge en action. Et donc, c'est quand on les essaie, quand on les suit, quand on voit ce que ça donne, qu'on s'aperçoit réellement de ce que c'est et de ce que ça signifie. Quelques questions maintenant sur l'évaluation dans un MOOC. Alors, je vous ai montré les quiz. Mais en fait, ce qui est vraiment intéressant dans un MOOC, c'est l'évaluation par les pairs. Donc c'est là qu'on a quelque chose d'innovant. Alors l'évaluation par les pairs, ce n'est pas nouveau. On a tous, quand on était en primaire, échangé notre copie avec notre voisin pour nous corriger mutuellement. Mais dans un MOOC, les enjeux de l'évaluation par les pairs sont très particuliers et absolument considérables. Donc tout d'abord, le problème, bien entendu, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut passer à un dispositif pédagogiquement riche, alors même qu'on est dans du massif et dans du à distance. Deuxième question, comment est-ce qu'on fait pour corriger 1000 copies en quelques jours? Donc là, de manière pratique et pragmatique, vous vous doutez que ce n'est pas vraiment possible. Là, je vais vous montrer, on a un volume, par exemple, de 5000 devoirs à corriger en 5 semaines. Et puis, il y a des enjeux plus intéressants qui sont des enjeux de changement de paradigme, c'est-à-dire on va dire aux apprenants qu'ils ne sont pas seulement des gens qui rendent des copies et qui attendent qu'on mette du rouge dessus et qu'on mette une note, mais qui sont aussi des acteurs de l'évaluation. Donc là, on a un véritable changement de paradigme qui n'est pas sans poser pas mal de questions. De quoi s'agit-il? De quoi parle-t-on? Donc, je vais vous montrer rapidement les devoirs qui étaient évalués. Donc, le premier devoir à rendre à l'issue de la semaine 1, c'est une carte conceptuelle. Donc, en fait, on donne une étude de cas sur une entreprise qui se réorganise en mode projet. Et puis, il y a aussi un autre cours qui est comment faire une carte conceptuelle.
Et donc le but du jeu, c'est d'articuler le cours fondamentaux de la gestion de projet et l'étude de cas pour livrer un PDF avec une carte. Deuxième devoir à rendre, donc là c'est des diapositives. Le thème de la semaine 2, notamment, il y a l'analyse financière des projets. Donc le but c'est de reprendre l'étude de cas, mais cette fois-ci pour présenter et arbitrer entre 3 projets différents. La semaine 3 est consacrée à l'animation de réunion. Et donc ce qu'on propose, c'est de faire un compte-rendu de réunion avec un plan d'action. La semaine 4, c'était consacré au cahier des charges. Donc là, vous connaîtrez peut-être une pieuvre fonctionnelle, qui est le livrable de cette semaine. Et puis finalement, la dernière semaine, c'est la planification. Et donc, on propose aux apprenants de rendre un Gantt. Voilà, alors, qu'est-ce que ça donne? Quel est notre échantillon? Donc, il y avait donc, 4 à chaque fois qu'un étudiant, un apprenant rendait un devoir, on lui demandait d'en évaluer 4. La note finale était en réalité manuelle. Donc là, dans le cas que je vous présente, il est assez intéressant parce qu'on a fait une double correction. On a fait une correction par l'équipe encadrante et une correction par les pairs. Et donc ce qui me permet bien sûr de vous présenter des résultats, c'est le fait qu'on va pouvoir comparer l'évaluation par les pairs et l'évaluation par des encadrants. Alors, qu'est-ce que ça donne? Quel est le dispositif? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'évaluation va bien au-delà de l'idée de mettre une note. Donc, la première chose à laquelle sont formés les apprenants, par exemple, ici, vous reconnaîtrez peut-être la méthode sandwich. Donc, le but du jeu, c'est de faire un retour sur un travail qui soit un retour constructif. Et donc, on apprend la manière dont on formule un commentaire. D'autres choses sont proposées, notamment dès le début du MOOC, il y a une sorte de contrat pédagogique qui est passé, dans lequel il est précisé que dans le parcours avancé, l'évaluation par les pairs fait partie du parcours, ça fait partie du contrat. Ce n'est pas quelque chose qu'on peut faire ou ne pas faire, c'est partie intégrante de la formation. Donc l'évaluation est dans la formation. Autre chose qui sont présentées, ici vous avez des vidéos qui sont spécifiques pour expliquer quels sont les principes de l'évaluation par les pairs, comment me former, est-ce que je suis récompensé, je vous en reparlerai. Et puis finalement, la question des signes de reconnaissance que l'on va apporter à travers les commentaires. Au total, qu'obtient-on? Bien, par exemple, la carte conceptuelle que je vous ai montrée, elle va être retournée à la personne, mais annotée. D'accord? Donc en fait, on va pouvoir faire des recommandations et des observations précises sur cette carte. Autre chose importante, on est quand même dans un domaine où la contrainte technique est bien réelle. Et donc il ne suffit pas de dire je veux faire ceci, il faut aussi avoir les logiciels, les moyens qui permettent de le réaliser. Et pour cela, il faut former les apprenants. Donc on a consacré beaucoup de temps à mettre en place des pages d'aide et d'explication du fonctionnement de l'évaluation par les pairs, pas seulement au niveau du principe, mais aussi au niveau technique. Donc vous voyez, on a même fait un petit quiz au début pour vérifier que les gens avaient bien compris comment ça fonctionnait avant de se mettre en action à faire des retours. Maintenant, regardons précisément comment ça se passe au niveau de chaque devoir. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque devoir a ses caractéristiques. Et donc, dans chaque cas, on doit travailler donc à préparer des critères. Ces critères, on va les pondérer. On va proposer une grille d'évaluation critériée, parce que bien sûr, le problème, c'est d'harmoniser les évaluations des uns et des autres. Donc, cette grille est très précise. Et bien sûr, pendant l'évaluation par les pairs, on a aussi un fil de discussion très actif pour répondre aux questions et aux problèmes des apprenants. Donc voilà, et vous voyez ici, par exemple, on met en place, on propose par exemple des corrigés dans certains cas. Alors pour une carte conceptuelle, on ne peut pas vraiment faire un corrigé parce qu'il n'y a pas de carte conceptuelle canonique, mais par contre, quand il y a des calculs, on peut donner les bons résultats, des exemples de copies bonnes, pas bonnes, pour aider les gens à se calibrer. Qu'est-ce que c'est que statistiquement, quel est l'objet que l'on a? Alors, un des avantages, bien sûr, de travailler sur du massif, c'est qu'on va pouvoir faire ce qu'on fait difficilement dans les sciences sociales, on va pouvoir faire du quantitatif, puisqu'en fait, on va avoir beaucoup de données. Donc, ce qui est intéressant, par exemple, c'est de tracer les notes. Alors, la note qui était mise était sur 100,
Et donc, vous voyez ici la distribution statistique des notes. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ce n'est pas une loi normale. Donc ça, c'est le devoir 1. Ici, vous avez le devoir 2. Ici, vous avez le devoir 3. Là, vous avez le devoir 4. Et puis, le devoir 5. Comme vous le voyez, on a toujours une courbe qui a le même aspect général. Alors, qu'est-ce qu'on en tire? Eh bien, il ne s'agit pas d'une loi normale, mais on se rapproche plutôt d'une loi log normale. Et donc, du point de vue des tests statistiques, on va prendre cela en compte par la suite. Deuxième question, est-ce que ça marche? Donc là, le but est simple, ce n'est pas de voir quel est notre objet d'étude du point de vue d'une distribution statistique, c'est de comparer l'évaluation faite par les encadrants et l'évaluation faite par les étudiants. Et de se dire, finalement, est-ce que les étudiants, les apprenants, évaluent aussi bien que les encadrants? Alors, il faut savoir que quand on regarde la littérature, ça se discute. Sur l'évaluation par les pairs, on a des gens qui sont enthousiastes, d'autres plus prudents. Alors, que va-t-on faire? Par exemple, on va comparer les notes mises individuellement par les apprenants et puis les notes des encadrants. Alors, bon, ce n'est pas trop surprenant, on trouve quand même une excellente corrélation qui est supérieure à 0,5, ce qui fait beaucoup à l'échelle des sciences sociales. Maintenant, la réalité, ce n'est pas de s'intéresser à la note mise par les apprenants individuellement, mais il faut savoir qu'on a plusieurs corrections d'un même livrable. Et donc, on ne va pas s'intéresser à la note mise par un apprenant à un livrable, on va s'intéresser à la moyenne ou à la médiane des notes mises lors des différentes corrections. Et là, on peut tracer, donc à nouveau, faire des histogrammes. Cette fois-ci, on a corrigé les effets log normaux, etc. Et donc, comparer les notes des profs et les notes des pairs. Et vous le voyez, on a une ressemblance très forte avec des petites questions, notamment autour du plagiat. Donc voici en résumé ce que cela donne. 83% des livrables sont bien ou très bien évalués, ça veut dire une précision de 10 sur 100. Alors il faut savoir que quand, vous savez, en docimologie, il y a eu des études qui ont été faites, on a donné par exemple des copies du bac à corriger à des profs différents, voire une même copie au même prof, mais à des intervalles de temps différents, et il ne met pas la même note. Donc il ne faut surtout pas s'attendre à trouver une correspondance extrêmement précise. Et dans 17% des cas, eh bien, on a en fait un écart un peu trop fort. Et donc à ce moment-là, on va passer dans une logique où on dit finalement on délègue l'évaluation aux apprenants, à une logique où on dit on pilote l'évaluation, c'est-à-dire on détecte les copies sur lesquelles il y a des problèmes, et sur celles où il y a des problèmes, eh bien, on va travailler manuellement, c'est-à-dire on va aller voir nous-mêmes ce que ça donne et mettre la note finale. Donc la conclusion, c'est que l'évaluation par les pairs, au niveau strict de la précision de la note mise, ça marche pas mal du tout. Et donc, par rapport à ce à quoi on pouvait s'attendre, on dispose de quelque chose qui finalement est extrêmement fiable. Alors bien sûr, on pourrait discuter sans fin de ce que c'est que la fiabilité en docimologie, mais c'est quand même pas mal du tout. Deuxième question, comment va-t-on consolider les notes des pairs? Alors là, la question est simple, c'est moyenne ou médiane. Alors, on a fait une comparaison entre les deux, et donc on arrive à une conclusion, c'est que finalement, on est sur des choses relativement proches, mais que la moyenne est un peu meilleure. Autre question qu'on s'est posée, c'est combien de fois faut-il faire corriger une copie pour finalement converger vers la note du prof? Et vous voyez ici ce que ça donne. Et donc, très rapidement, les conclusions, il faut plutôt préférer la moyenne, et puis à partir de 3 évaluations par les pairs, on commence à avoir quelque chose de bien. 4, c'est très bien, et 5, c'est même presque trop par rapport à l'optimalité. Voilà, donc quelques questions sur ce que l'on peut faire pour améliorer ce système. Là, ce que je vous ai montré, c'était le GDP2, c'était l'année dernière, et donc depuis, on a fait 2 éditions, et donc on a essayé de progresser. Alors, en quoi ? Tout d'abord, on a travaillé sur l'auto-évaluation, parce que quand on regarde ce qu'ont publié les chercheurs sur le sujet, on s'aperçoit en fait qu'on apprend plus à revenir sur son propre travail qu'à simplement avoir un retour par un autre. Donc vous voyez ici en bleu, on a demandé aux apprenants qui étaient passés par l'évaluation des autres travaux de revenir sur leur propre travail et de dire, à votre avis, combien ça vaut. Ensuite, dans la mesure où on est capable de trouver quelle est la note appropriée, eh bien, on va être capable de récompenser les pairs
qui mettent une note bien ciblée. Et donc, ce que l'on fait, c'est cela. Vous avez en vert les notes qu'on considère bien ciblées. Alors, je ne me souviens jamais. Hein, en rouge, ça doit être les surnotages. Et puis, en orange, ça doit être les sous-notages et les auto-évaluations. Donc, en fait, on est capable de mettre en place un système où on va faire un retour à la personne qui évalue pour lui dire « vous avez bien évalué » ou « vous avez noté trop largement » ou « trop bas ». Et puis, pour terminer, l'évaluation prend du temps. Et donc, ce qu'on a décidé de faire depuis le GDP4, c'est d'intégrer la qualité de l'évaluation à la note. Et donc, il y a un bonus de qualité de l'évaluation qui est intégré dans le badge proposé à l'issue de chaque devoir et aussi dans la validation de ce que l'on appelle le parcours avancé.